C'est bon, Kenny? D'accord. Donc je suis très content que Kenny ait accepté de venir vous parler aujourd'hui de son travail dans le cadre de Queer Quoi. Tu veux bien Tu dois parler. Bonjour. Moi aussi je suis très content que Kenny soit avec nous aujourd'hui et aussi très content que la séance soit aussi possible avec tous les outils techniques nécessaires. C'est pas automatique la transcription. En fait, il y a quelqu'un qui salue et qu'on remercie qui s'appelle Muriel. Et en fait, il y a par exemple un technicien qui est avec nous. Voilà. Et qui est un dispositif complexe, mais pas compliqué. Et voilà. Et Internet qui transmet, ça revient. Ouais. Et à un moment, on s'était dit qu'un des étudiants pourrait faire ce travail, mais non, c'était mieux et plus confortable. Donc, pour éviter que Kenny soit isolé, on va s'asseoir au même endroit, parce que comme il a à disposition sur l'ordinateur la transcription de ce qui est dit, ce qui permet une meilleure communication entre nous, et c'est moins fatigant que d'avoir à utiliser constamment micro. Tu viens Bonjour. Ah, tu restes là. Bon, non. Bien, c'est cool. Est-ce qu'il faut que vous êtes... Peut-être vous approcher de toute manière. Quand vous allez parler, on va devoir vous envoyer, vous passer du micro. Bonjour, je suis content d'avoir accepté l'invitation. Et je suis content de présenter mon travail avec ce dispositif. Ça me tient à cœur et c'est comme ça que je peux du coup y inclure l'identité, j'allais dire, mais on y reviendra plus tard. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières, s'il vous plaît? Parfait. Tu peux te déplacer. Non, c'est... Alors, j'avais rencontré le travail de Kenny avant qu'il ne vienne à l'école. Un jour, comme je suis un peu curieux, je traîne sur des pages web et je faisais une recherche sur le rapport qu'il y avait. Je me demandais s'il y avait des cinéastes français black qui travaillaient qui travaillaient ouvertement sur la notion de queer ou avec le queer, parce que j'en connaissais pas beaucoup et je souhaitais voir, et c'est comme ça que j'ai rencontré le travail de Kenny et j'ai été vraiment très surpris quelques mois plus tard de voir débarquer en cours une sorte de... Je me suis dit, c'est pas possible, je voulais contacter cette personne pour montrer un de ses films dans un festival, il débarque à l'école. Donc il y avait une sorte de surprise, une sorte d'inadéquation. Est-ce que c'est ça, ou un destin, Kennedy. Et donc, progressivement, j'ai pensé que le travail de Kenny n'était pas que vous n'avez pas trait qu'à queer, n'avait pas trait qu'à son handicap, qu'à aux questions raciales, mais que la particularité de son travail était qu'il arrivait à organiser cette pluri-identité et que son travail n'était pas un travail d'activiste, comme ça peut être le cas parfois lorsque l'on devient le représentant d'une communauté ou lorsque l'on incarne et lorsque l'on pense que les artistes doivent être une parole, mais une parole activiste. Et c'était difficile pour Kenny d'assumer d'être activiste, si on peut dire, dans les trois champs, alors que sa particularité, c'était l'hybridation. Et son travail avait cette qualité, c'est que, ce que j'en connaissais à l'époque,
c'est qu'il travaillait justement ces questions d'hybridation. Et la première question que j'aimerais lui poser, c'est est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé, à partir de ton parcours, à l'usage de la vidéo, puis de la performance? Ok. Bah, c'était une belle introduction. Merci. Bah, c'est un parcours, puisque à la base, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de résumer assez rapidement. Voilà, déjà, à la base de ce que je suis né sourd en fait. Et à partir de là, on m'a proposé, non, en fait, je rigole parce que en fait, là, dans la question du travail, il y avait la question de comment on débute en fait justement ces questions qui sont du coup liées à la question du handicap. Et comme je suis né avec plus de 80% de sensibilité et que je réalise en fait ceci lié en fait à un schéma qui est de faire de telle sorte que les personnes sourdes sont entre guillemets obligées d'oraliser. Et de ce fait, ça passe aussi en fait par les parents. Sauf que en fait, j'avais du mal en fait à redéfinir ce schéma, puisque j'en avais déjà parlé dans d'autres écrits et j'avais vu l'impact que ça avait pu avoir entre guillemets dans ma famille et du coup je voulais éviter ça, mais en fait c'est là. Et du coup il a fallu il y a eu un choix qui a été fait, mais qui du coup lié à cette société qui du coup encourage du coup, les personnes sourdes à réaliser un lieu qui puisse s'exprimer par une langue qui existe et qui est plus adaptée pour eux. C'est la langue des signes en fait, la langue des signes française, la LSF. Et du coup, bah, je suis du coup un cursus scolaire classique et j'ai été suivi par les orthophones qui du coup essayent de limiter les langages en moi, ce qui est quand même exact pour du coup essayer de réaliser les personnes sans. Et à partir de là, j'ai eu un cursus classique, j'ai appris. Ah non, entre-temps, puisqu'en fait, j'ai du coup oralisé, ce qui veut dire que j'étais qu'avec des entendants et j'étais censé être suradapté. Et du coup, cette suradaptation a créé en fait un paradoxe et ce besoin pour moi qui était fondamentalement sourd d'être comme un entendant et du coup d'avoir une espèce de passion pour toucher à lui. Et c'est comme ça que la question aussi de la musique est apparue, puisque c'était quelque chose qui était présent dans la familiale. Et à partir de là, c'est là que j'ai pu en fait avoir connaissance d'études, de Michael Jackson par exemple. Maintenant, il ne faut pas trop dire son nom. Mais du coup, c'est par rapport à la musique qui était quelque chose de complètement abstraite, puisque je ne la comprenais pas. Et c'est à travers le corps que j'ai pu l'appréhender, tout en sachant que cette perte d'audition, elle provoquait un déséquilibre pour moi, en fait, dans le sens où l'oreille interne était touchée, et du coup, pour moi, marcher, etc., c'était assez compliqué. Et donc, il y a une appropriation de mon corps à travers aussi la musique. Et ce truc abstrait, qui du coup n'était pas adapté pour moi, il y avait une espèce d'obsession pour saisir cette matière en fait qui était et c'est passé du coup par
de chance. Moi j'ai 32 ans, je vais avoir 32 ans, et du coup j'appartiens à la génération. J'ai connu, qui a connu en fait les chanteurs, généralement les appels de chanteurs, la petite parole. Et c'est ça qui me permettrait en fait de pouvoir comprendre tout ça qui est la relation de vie, etc. Et l'équipe surtout. L'équipe qui permet en fait de pouvoir en fait entrer dans l'univers de l'artiste comme menton, ça passe par là-dessus. Et puis il y avait tellement, plusieurs choses que nous pouvoir entrer dans l'univers. Et du coup, après, du coup, voilà, j'ai eu à mes 25 ans, j'ai tout perdu en audition. Et là, en fait, on m'a proposé ce que j'ai actuellement, c'est les enfants populaires. Et du coup, les enfants populaires, un mois avant, et c'est les appareils auditifs que j'ai mis en fait, ça va permettre d'amplifier le réfléchir que j'avais, et du coup, les 20%. Alors qu'un implant cochléaire, c'est une radionique en fait, c'est une reconstruction des nuits. Et ça a vraiment été là que tout a arrêté, que j'ai commencé à vivre. Et après, l'apparition et c'est après, au fur et à mesure, je ne sais pas comment cette nécessité en fait, qui je pense est venue d'un truc tout simplement qui est de pouvoir chanter. Et la suite aussi de pouvoir chanter en étant sourd. Et du coup, à partir de là, j'ai construit en fait tout ce que je vais pouvoir montrer. J'aimerais ajouter 2-3 commentaires qui m'avaient surpris, c'est que Kenny a été poussé à apprendre l'oralité, donc finalement de s'exclure totalement d'une communauté, celle des sourds, d'une histoire aussi qui se partage entre les sourds, qui n'est pas la même histoire que la nôtre, et aussi le fait de devoir parler, de devoir du coup entendre selon nos critères et nos vérités, fait que cela implique une sorte de se conformer à une société dominante, c'est-à-dire c'est faire disparaître son handicap ou faire disparaître ses différences. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait heurté dans la mesure où j'ai trouvé que c'était paradoxal, que c'était à lui de se plier à la structure dominante et non pas à la structure dominante de faire un pas vers, ce qui signifiait que c'était une difficulté supplémentaire autant que la question raciale et autant que la question sexuelle. Donc il y avait des strates comme ça, dans lesquelles, à chaque fois, le dispositif dominant de la domination impose que vous devez vous conformer. Et étrangement, moi, ça me faisait penser exactement ce que demande la société française. C'est-à-dire, vous devez vous assimiler, vous devez vous conformer aux règles. On ne doit pas accepter vos différences, on n'acceptera vos différences qu'à partir du moment où vous êtes totalement devenus des objets policés ou civilisés. Civilisés, entendu, selon les critères et les règles de la société française. Et j'ai trouvé étrange cette obligation. Dans le cas de Kenny, j'ai trouvé que c'était d'autant plus paradoxal d'avoir imposé cela.
Et ça avait eu des incidences même au sein de l'école. C'est aussi ce que je m'apprêtais que je voulais dire en introduction et je m'ai dit, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en fait, Kenny à un moment a été étudiant à l'école et était admis à l'école et Kenny n'a pas souhaité, je ne sais pas s'il n'a pas souhaité ou si justement c'est parce que l'école ne t'a pas donné les possibilités de poursuivre la scolarité des études à l'école. Je pense qu'il y avait plusieurs strates de questions, de l'avancement de ton travail. La classe aussi. De la classe aussi. Mais il y avait aussi cette question dont on avait discuté, mais en fait, pas autant qu'on aurait dû en discuter, d'effectivement comment un espace, une institution comme l'école se comporte de manière dominante vis-à-vis de la question de la sécurité et comment même ce qui est plus compliqué que ça, c'est que c'est pas seulement l'institution en tant qu'institution ou en tant qu'un seul lieu unique de décision, mais comment un ensemble de lieux dans l'école, un ensemble de cours, un ensemble de personnes reproduisaient à des moments des rapports de pouvoir, des structures dominantes. Et aussi, c'est aussi pour ça que quand Diane m'a proposé de t'inviter, je trouvais que c'était aussi très important, parce que c'était aussi poser cette question-là à l'intérieur de l'école et à l'intérieur des dispositifs pédagogiques. Ok. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais en fait, à la base, oui, il y a des institutions, il y a la société, en fait. Du coup, à partir du moment où la société implique ces rapports de pouvoir, forcément, il va suivre les individus qui dans une espèce de norme sont aussi le produit de la société, produit ces mêmes oppressions. Mais ce que je voulais proposer, c'est de montrer le travail. Et après, parce que du coup, ce qu'on dit aussi sur ces questions-là par la suite. Il y a une chose du monde du travail. Vous pouvez intervenir ou poser des questions à n'importe quel moment. J'ai oublié de dire ça. Mais si vous voulez poser une question, il faut demander le micro pour que Muriel entende la question et puisse la retranscrire pour Kenny. Et comme ça, Kenny peut la venir aussi. Je demande à Muriel, est-ce que tu peux faire de la classe? Tu veux expliquer comment tu as fait? Ce que tu as fait? Muriel? Oui, justement, c'est pour ça. Ah oui, merci. Elle est là. Comment j'ai fait, je ne sais pas, mais donner quelques indications en tout cas. Du coup, c'est God, Teenage God. Et en fait, c'est une reprise, parce que c'est là que j'ai oublié de préciser dans mon travail, c'est que c'est généralement direct c'est une reprise de chansons. Des chansons du coup que j'ai apprises, la majorité des chansons que j'ai apprises du coup au sein de mon foyer familial et du coup après les influences aussi musicales et du coup procédé de l'homme on a bien fait d'avoir m'approprier les chansons par les paroles. Et là, en fait, je me suis amusé avec les chansons de God, de Janet Jackson. Du coup, dans ces paroles, parce que c'est pas en fait, réaliste qu'en fait, elle aimait cette personne une fois qu'elle est partie. Et plus en fait de transformer vers quelque chose qui serait de l'ordre de la perte du
sens de repère et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à quoi on s'accroche. Ce travail. Et après coup, comme je travaille de manière assez intuitive, ça participe à la collaboration entre et effectivement des chemins qui se créent à ce moment-là. En regard du contenu des chansons, par rapport aux paroles, tu choisis souvent des artistes femmes. Tu pourrais dire que ce sont souvent des icônes. Pas tout le temps. Ce sont aussi de nombreux artistes afro qui ont travaillé sur les spécificités qu'on peut mettre en regard des mouvements de libération. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui. Par rapport aux artistes femmes, ça s'explique aussi parce que la plupart des chanteuses, en tout cas de ce que j'écoute, c'est la musique soul ou R&B, et donc il s'avère que c'est majoritairement des artistes femmes. Et dans ces chants-là aussi, la référence non, mais je l'avance. Et en gros, en fait, par rapport au regard des mouvements de libération, le R&B, la musique soul, blues aussi. Quand je parle, il y a aussi des morceaux qui sont commerciaux, mais quand même, ça parle aussi de la question noire. Et il s'avère que j'étais aussi, à une période de ma vie, je regardais pas mal de documentaires aussi par rapport à quelque chose qui s'appelait des trous noirs, plutôt aux États-Unis, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de propositions à l'époque qui concernaient la France en fait. Donc ça a été pas mal calqué sur l'identité noire aux États-Unis, notamment la ségrégation, tout la reprise Strange Fruit que j'ai pu faire depuis le début, etc. En fait, dans l'idée, je ne cherche pas forcément, comme tu disais tout à l'heure, avec tes amis militantisme pur et dur pour dire quoi que ce soit à travers mes paroles, mais c'est plus moi qui vais essayer à travers les paroles m'approprier de manière en fait complètement égoïste, et forcément ça va aussi faire écho à ce qui est déjà là en fait. J'ai une question. Il y a un terme qui se rejoint à la mode, qui est arrivé un peu dans tous les sens et qui du coup en est souvent vidé de sa substance. Je crois, critique et politique, c'est le terme intersectionnalité. Est-ce que toi, c'est un terme qui fait sens dans ton travail par rapport à cette intersection des identités, des dominations ou des subjectivations, et si oui, comment, et notamment on regarde après du travail artistique, ce que tu sais faire.
Bah, je suis bien pour cette question parce que j'avais fait ce mot. Bah, pour moi, en fait, c'est effectivement. Enfin, je ne sais pas si elle a le mode que ça, mais en tout cas, je crois qu'il n'est pas forcément bien utilisé. De ce qu'on pourrait entendre pour certaines personnes qui peuvent penser que l'intersectionnalité, c'est de faire en fait un état d'équilibre et nous, en quelque chose qui, du coup. Mais en fait, pour moi, la question intersectionnelle est très importante parce que justement, je ne suis pas juste en fait PD, je ne suis pas juste en fait COPO, je ne suis pas juste en fait noir, je ne suis pas juste en fait etc. En fait, je suis tout ça aussi qui fait que dans mon travail, il n'y a pas en fait un truc établi qui permettrait de voir justement tout d'un point de vue racial ou que d'un point de vue de la société, mais c'est tout cet ensemble qui fait qu'il y a autant de strates de lecture de brassage en fait. Mais et surtout, n'hésitez pas à intervenir aussi si vous avez des questions. Voilà. L'anglais, c'est un choix ou c'est un découle du coup de tes influences, etc., de tes musiques? Justement, l'anglais, c'est une très bonne question. C'est ce que j'écoute en fait. C'est la musique anglaise que j'écoute. Après, la réflexion d'un travail que j'ai fait, c'est. J'aime montrer parce que, comme je trouve qu'on parle beaucoup, je vais montrer en même temps, du coup, je vais montrer ces reprises de la chanson dont tu m'aimes encore de Céline Dion. Là, on va voir ce qui est aussi dans cette même idée avec le français. Muriel, s'il te plaît. Pardon. Merci. Est-ce que tu peux nous dire... Muriel. Comment tu vois ces images et quelle résonance ont ces images dans ton travail ou qu'est-ce qu'elles veulent dire pour toi? Est-ce que c'est comme dans la chanson, comme dans la musique, une sorte de clip ou est-ce que c'est aussi une retranscription de... Enfin, je sais pas, voilà, je sais pas trop comment formuler ma question, mais je sais pas si t'as compris. Mais si tu peux nous parler des images que tu produis. Non, je crois que je comprends. Je crois que c'est clair. En gros, d'où viennent ces images? Non, mais pourquoi okay. En fait, j'ai une méthode de travail. C'est-à-dire que dans un premier temps, du coup, la chanson, je la connais. Et ce qu'on entend, en fait, je crée une structure sonore grâce à une méthode de loops. Je crée une espèce d'instrumental. Et à partir de là, en fait, je ressens ces vibrations au moment où je vais interpréter ces chansons, la chanson en question.
Et en fait, au moment où je fais ça, il y a des images en fait, qui me viennent en tête. Et ces images-là, j'essaie du coup de les reproduire devant la caméra, où là je me performe. Et du coup, je les rush. Et au moment du montage, là j'ai accès à et grâce à mes enfants en fait. Et du coup, j'écoute ce que j'ai produit. Et du coup, je sais pas ce qui se passe, mais j'essaie en fait de faire à ce que le son réponde en fait à l'image et vice versa. Et souvent quand tu chantes ou quand tu interprètes ces chansons, est-ce que tu t'enlèves tes ongles? Bah, en fait, il y a 2 étapes pour ça. Dans un premier temps, par exemple, la première vidéo, là, Got Till It's Gone, et ben, j'interprétais avec mes implants. Et après, je vais revenir de ce que ça veut dire. Et après, en fait, je vais vers ce schéma où, du coup, j'essaie en fait de composer dans ma sensibilité, de voir ce qui se passe, en fait, et de produire à partir de cet état-là. En fait, c'est un peu comme une espèce de déconstruction. Et ouais, voilà. Je pense que j'aimerais montrer un dernier film après ça, parce que cette question elle est importante dans le sens où ce qui se passe en fait dans mon travail, c'est quelque part peut-être une forme de témoignage depuis en fait le début que j'ai commencé à créer, où justement c'était à partir d'une norme qui voudrait que justement j'aille plus vers la justesse, même si elle n'était pas accessible. Mais la question justement des chansons elle diffère en fonction de cela, parce que j'entendais la musique et du coup dans ma manière de chanter c'était aussi quelque chose de très codifié, puisque on est encouragé à emprunter ces chemins quand on écoute de la chanson de la pop, par exemple la pop musique, où là c'est aussi codifié, et reprendre ces chemins c'est aussi de reprendre en fait ce formatage et en même temps ben voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ça ne va pas être pour répondre à la question que tu avais posée, Jean. Mais c'est le travail de Kenyé met en jeu des questions on lui adresse souvent des questions, mais comment tu fais? Mais on oublie une question pour moi qui est celle de la réception. C'est-à-dire, en fait, c'est déjà comment lui reçoit ce monde des étudiants, ce monde de la musique, et comment nous, on gère ce qu'il nous propose, comment on reçoit ça. Et là, ça a des incidences assez étonnantes parce que cela va travailler sur tout ce que l'on pourrait appeler les questions relatives à la traduction, à la translation, le report, l'appropriation, la réinterprétation, mais à des niveaux auxquels on n'a pas l'habitude de penser. C'est-à-dire qu'on change de langage véritablement. Vous savez que lorsqu'on fait des transcriptions d'un instrument à l'autre, on reste dans le champ de la musique. Lorsqu'on fait de la synesthésie, on reste sur des familiarités de rapports plus ou moins construits, plus ou moins élaborés. Mais là, on n'est pas là. C'est la traduction, la translation que propose Kenyé, elle se fait d'un registre de non-réception à quelque chose qui est transmis oralement pour être reçu. Donc on passe d'une absence à la possibilité de faire quelque chose qui ne va pas répondre à nos attendus de ce que c'est qu'une musique, ou ce que c'est qu'une musique en référence à la musique qu'il s'approprie.
Et est-ce que vous recevez ces musiques en pensant aux référents? Tout de suite ça, est-ce que c'est qui peut importer? Est-ce que c'est par rapport aux connotations de ces musiques que vous avez recevoir? Ou est-ce que vous essayez de recevoir ce qui est véritablement montré et proposé de manière évolutive? Et c'est là que c'est plus difficile, parce qu'il faut ajuster et se débarrasser d'un certain nombre d'attentes, de projections que l'on a vis-à-vis du son et vis-à-vis de l'image. Très brièvement encore, il y a une chose, je m'étais dit qu'à propos de ce film, de cette proposition sur Céline Dion, on pourrait faire une analyse déconstruite, en déconstruisant la proposition, en disant ok, c'est un clip, mais c'est pas suffisant. Ok, c'est un autoportrait, mais c'est pas suffisant. Je crois que Kenyé n'a pas parlé d'un certain amour qu'il a pour le cinéma. Et quand je vois son travail, je sais que je peux m'amuser à déconstruire les images et à trouver des références que peut-être il a mises ou pas, mais moi j'en vois certains. Et lorsque je vois ce film à partir de Céline Dion, je vois beaucoup de films, je vois beaucoup d'images qui font référence à des films des années 70 qui ont trait à la question des Noirs, mais pas simplement tels que les Third World Newsreel aux États-Unis, mais telles qu'elles ont pu être abordées par le cinéma cubain à une certaine époque, dans les années 70, dans la manière d'isoler un personnage dans l'écran ou à l'écran, dans la manière de faire que l'écran, son fond est une jungle, dans la manière de surimprimer ou de faire des superpositions de différentes images afin de créer et de marquer un isolement. Et tout le travail visuel autant que sonore va être la proposition autour de l'isolement et comment se mettre en rupture vis-à-vis de cet isolement. Oui, par rapport à l'amour pour le cinéma, lui, dont du coup, moi j'ai eu accès, ça faisait partie des médiums auxquels j'ai pu avoir accès facilement quand j'étais plus jeune, grâce au bouquet Canal+, Ciné-Cinéma, qui étaient les seules chaînes qui sous-titraient du coup leurs films, même quand c'était en français. Du coup, j'ai eu vraiment accès à pas mal de films que je ne devais pas forcément voir dans le jeune, comme et bref, du coup, il y a pas mal de ça. Et en même temps, dans ce cinéma, il était aussi très bon. C'est quelque part une manière aussi de mettre en scène ce corps que j'arrive pas forcément à définir et que j'ai pas forcément envie qu'il soit justement défini. Et juste une question pour revenir au point d'avant que soulevait Yann, la question du malaise ou de la déstabilisation que peuvent produire les œuvres pour les personnes qui les écoutent et qui les voient. Est-ce que toi, c'est une question que tu te poses en ces termes, d'essayer de déstabiliser la manière dont on passe le travail et du coup, est-ce que c'est même une volonté peut-être de renverser quelque chose par rapport à une normalité et la manière dont une normalité construit certaines perceptions normales, ou c'est pas du tout comme ça que tu te poses les questions et les problèmes? En fait, pas du tout. Dans le sens où, dès que j'ai commencé mon travail, c'était vraiment intuitif. Dans le sens où il n'y avait pas de volonté d'être contre
mais en fait, il y a un état de fait, c'est que puisque je suis différent, forcément, mon travail est différent. Donc, et après, mais par contre, j'ai pu ressentir de la violence par rapport à mon travail, dans le sens où c'est pas du tout match-tout, donc du coup, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, et de ce fait, du coup, de le silencier, paradoxalement, et de l'invisibiliser. Mais je sais pas, en fait, dans ma manière de travailler, c'est moi, en fait. Et comme c'est comment en fait je m'approprie le son, c'est comment je m'amuse avec. En fait, c'est plus un jeu que quelque chose d'une punition envers les entendants. Enfin, je leur donnerai pas cet avantage, en fait. J'arrive à faire mes choses et c'est pour ça aussi que la question aussi de l'indépendance et de l'autonomie dans le travail est super importante. C'est-à-dire que je fais tout de A à Z, aussi bien le son que l'image, que mon univers. Et justement, quand je travaille avec un entendant, ça finit toujours par une entendante. Ça finit toujours par péter parce que c'est toujours, en fait, on en revient toujours au même problème de à partir de quelle réalité on se base. Et comme justement je suis radical, et cette radicalité elle est importante justement pour me faire entendre en tant que sourd dans cet espace qui est dominé par des entendants, entendantes. Et c'est ma manière en fait, au final, mais ça c'est plus les conséquences de résister et de pouvoir exister dans ma complexité. Et c'est pour ça aussi que c'est peut-être compliqué à se l'approprier. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit aussi compliqué que ça. Je pense qu'il faut vraiment entrer et ça demande en fait une responsabilité. La responsabilité de la personne qui a accueilli ce travail, de déconstruire au final. J'ai une question à poser par rapport à ton ressentiment vis-à-vis de la musique. Il est plutôt visuel, à travers des chorégraphies ou des clips, ou est-ce qu'il est script? En fait, il faut savoir que j'entends. Mais en fait, c'est ça qui est très compliqué par rapport à ma situation, c'est que c'est un handicap qui est totalement invisible. Là, par exemple, ça se passe très bien, c'est fluide, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Puisque des fois, j'arrive à du coup répondre avant la fin de la retranscription. On pourrait dire, mais c'est pour qu'est-ce qui se passe? C'est juste une posture ou je sais pas quoi. En fait, c'est le truc par rapport à ma situation, c'est que on m'a tellement bien assimilé et du fait que en vrai je suis un passionné de l'oralité en fait. Et c'est le paradoxe, et ce paradoxe me fait chier parce que ça déresponsabilise justement les entendants et entendantes pour justement faire les efforts dans la question de leur accessibilité par rapport à moi. Et j'entends, mais en fait, je fais tellement de travail en fait que je mets en place qui demande beaucoup d'efforts, mais que j'ai tellement eu l'habitude, comme un robot, et que ce soit aussi, c'est même pas simple, mais que ce soit fluide pour vous. Maintenant, concernant la question de la musique, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a une passion qui se crée autour de ça, et de comment en fait je pouvais appréhender en fait cette matière sonore.
une fois que j'ai pu, à travers en fait les clips, le langage corporel, avoir accès aux chansons, la chanson elle commence d'abord par les paroles. Vraiment, c'est la base pour en fait ressentir. En fait, c'est compliqué parce que je peux apprécier sans comprendre. Non, en fait, dans un premier temps, c'est un bruit, mais comme j'ai tellement eu l'habitude d'avoir eu ça, en fait, comme schéma, que du coup, en fait, tu t'adaptes aussi et en fonction de ton adaptation, tu peux aimer des choses et après mieux les apprécier quand tu les comprends. Je sais pas si c'est clair, mais c'est pour ça en fait j'aime plus la musique soul, où là il y a un instru, une voix, donc c'est plus clair pour moi d'identifier ce qui se passe. C'est le ressenti. En fait, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que vu que c'est deux réalités différentes, du coup, et que j'ai tellement l'habitude de me calquer à celle des entendants que du coup, j'oublie aussi que moi je ressens vraiment et comment je le reçois et comment je me donne à voir. Et c'est aussi pour ça que même dans mon travail, à un moment, je ne savais plus pourquoi je le faisais, parce que même je savais pourquoi je le faisais, mais je ne savais plus pour qui je le faisais. Et est-ce que je chantais comme je voulais chanter, ou est-ce que je chantais parce qu'on m'attendait dans des normes qui seraient plutôt rassurantes pour les entendre. Du coup, c'était pas vraiment un affront. Mais je pense qu'il y a un travail, c'est le plus récent, qui sera assez intéressant par rapport à la question aussi de la réception et du coup de la chanson, du corps, etc. Et ça s'appelle Don't Behave. Du coup, je vais vous montrer. Est-ce que le fait d'écrire les lyrics en dessous, c'est juste graphique ou c'est pour faire un pont entre guillemets vers les entendants Pourquoi vers les entendants en fait Non, mais justement, les lyrics, justement, c'est justement pas juste graphique, puisque je suis sourd en fait. Et du coup, ça renvoie en fait la question des sous-titres. Et c'est une manière aussi d'approprier mon travail en dehors des entendants. Et du coup, et voilà, en fait, c'est ce que j'avais oublié de dire, qui est aussi super important, puisque je travaille en fait en pensant à moi, et du coup, en même temps, c'est pas totalement vrai, parce que si je travaillais pour moi, je serais pas ici, et je ne serais pas là, je serais juste en train de travailler chez moi, et puis voilà, basta. Mais non, en fait, c'est tout en étant moi-même, et du coup, je suis aussi sourd. Et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi ce dispositif. C'est aussi montrer qu'il y a d'autres moyens aussi de s'approprier. C'est même pas montrer, c'est aussi imposer d'autres dispositifs qui se basent qu'à partir d'une seule réalité en fait, qui est celle qui est dominante, celle des entendants, entendantes, et du coup de proposer d'autres chemins. Et ça, ce travail en fait, mon travail, puisque la question synesthésique, que le fait que le son réponde à la vue répond au son, c'est pas juste pour le kiff en fait, c'est aussi pour penser à que de personnes comme moi qui sont du coup sourdes puissent aussi
regarder ce travail et l'apprécier comme personne en autre. Et du coup, oui, les sous-titres, elles sont là pour ça. Et c'est aussi une manière de penser la question de l'accessibilité autrement que par de sans sous-titres, même si ça c'est déjà bien, parce qu'il n'y en a pas partout, il faudrait que ce soit déjà là. Mais ça peut être ça peut s'approprier en fait. Et ça peut être aussi autre chose qu'un truc classique, même si ça c'est important aussi. Merci. On en a déjà un peu parlé, mais je voulais revenir sur la musique à proprement parler. En fait, j'ai deux petites questions par rapport à ça. Une qui touche plus à toi personnellement, et une qui touche à toi, mais aussi à d'autres artistes qui font ça dans leur travail. Déjà, on t'a dit que par rapport aux paroles, etc., il y a des paroles qui te touchaient plus dans certaines musiques et que c'était des goûts qui venaient de ton environnement familial et de tes influences. Je voulais savoir plus en profondeur pourquoi choisir cette musique, pourquoi celle-ci en particulier mérite entre guillemets que tu travailles dessus et pas les autres qui auraient peut-être des paroles qui voudraient exprimer le même genre de choses que tu aurais envie d'exprimer. Et aussi comment toi tu te places par rapport au fait de réutiliser une œuvre en fait qui a déjà été produite par un autre artiste avant toi, de la réutiliser toi dans ton travail, même en te l'appropriant énormément, mais le fait que ce soit quelque chose qui existait déjà avant toi. Par contre, j'ai pas compris la première question, je suis désolé, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et en fait, tu parles de pourquoi choisir une chanson et pas une autre. Ouais, voilà, en fait, pourquoi certaines paroles et pas. Pourquoi je m'attarde à certaines paroles et pas d'autres. Non, en fait, c'était plus. T'as dit tout à l'heure que tu avais aussi un attachement aux paroles de ces chansons-là, même si parfois c'était des chansons commerciales qu'elles voulaient exprimer certaines choses. Mais j'imagine qu'il y a d'autres chansons, soit des mêmes artistes, soit d'autres artistes qui peuvent exprimer ce genre de choses. Donc pourquoi choisir une chanson d'un artiste? Ok, bah là j'ai compris. Bah en fait c'est très simple. Parce que en fait, j'en ai pas pris 100 000 chansons en fait, quand j'étais plus jeune. Et que du coup, la question même de l'accessibilité pour des morceaux, et par exemple pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, et ben il s'avère que l'album était à la maison en fait. Et que l'album en fait avait des paroles dans la pochette de cet album. Et parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, toutes les chansons n'avaient pas les paroles. Du coup, je me suis adapté avec ce que j'avais dans un premier temps. Et effectivement, ils sont commerciaux parce que c'est venu jusqu'à chez moi. Et ça fait partie de la chanson. Et puis là, ça c'est un truc vraiment. Et concernant réutiliser des... Parce que quel est mon positionnement par rapport au fait de réutiliser quelque chose de déjà existant, c'est ça? D'utiliser quelque chose de déjà existant. Ouais. Le rapport. Ouais, même en fait en se le réappropriant et en le modifiant même grandement, le rapport au fait de réutiliser dans ton travail une œuvre donc, en fait, qui a été déjà produite par un autre artiste, comment tu te places par rapport à ça, voilà. Une œuvre qui a déjà été produite par un autre artiste, oui, mais oui, parce que c'est une chanson qui est déjà existante, mais ce que j'en fais, fait que c'est juste par les paroles que je reproduis en fait la chanson. C'est pas comme si j'utilisais la même bande sonore, le même, tu vois, et même les paroles de la chanson, c'est même pas forcément dans l'art, ça peut être aussi des mots que qui m'intéressent, par exemple le dernier que vous avez pu voir, Don Perry, justement là, ça vient de la chanson
ce stade de bilan. Oui, ben en fait, je fais toujours la référence de la chanson que j'utilise, de l'artiste que je m'inspire. Ben, c'est en fait là où je pointe aussi la question. Ben, ça permet de faire le pont aussi avec les entendants quelque part, puisque vous connaissez déjà le référent. Et du coup, on fait le chemin ensemble en fait. Parce qu'on sait de quoi il s'agit au final. Mais ça va au-delà de ça au final aussi. J'aurais juste une autre question. Si mes souvenirs sont bons, je crois que tu faisais le cours de François Bon, enfin tu venais. Muriel. Oui. Je crois que tu écrivais. Oui. Tu chantais aussi. Ouais, je chantais, ouais, je performais. Est-ce qu'avec tes propres mots, tu as une vidéo où tu chantes avec tes propres mots? Mais oui, j'ai une vidéo mais qui chante, où je chante pas forcément en fait, mais je parle. Et ben, je vais la montrer. Je vais la montrer. Mais bon. S'il te plaît, Muriel, merci. Bah oui. Je peux augmenter la puissance. En fait, moi c'était juste deux questions un peu bêtes, techniques. On fait ça à distance, c'est Non. Là, c'est juste un autre technicien. Vraiment, la personne qui retranscrit. Ah, ça voilà, on parlait de toi, Muriel. Dans l'autre vidéo, il y a le texte qui apparaît. Enfin, en gros, je me suis souvent demandé comment tu faisais pour. Parce que j'ai déjà vu ça dans d'autres vidéos. Mais comment on. Je sais pas par quel logiciel ou quoi on passe pour juste mettre dans une même vidéo le texte qui s'écrit au fur et à mesure. C'est très cool. Tu veux que je te donne mon secret? Non, mais je sais pas. Ok. La deuxième question, t'en as deux. Je Ouais. On a pas fait ci et... Non, l'autre c'était sur celle-là, juste. Est-ce que tu as filmé avec plusieurs appareils différents? Ou tu as retouché après l'image? Ah, du coup, pour celui-là, Celui-là. ok, non, parce que comme tu m'as... Donc, déjà la première dubbing, donc celle d'avant. Après, tu parles de sous-titres qui s'écrivent et tout. Bah, en fait, c'est expérimental. Donc, il n'y a pas de logiciel, en fait. Hein. C'est le travail. Non, mais dans le sens où bah, voilà, c'est ça. Tu testes. Il n'y a pas de formule magique, tu vois, pour que ça apparaisse de cette manière. Du coup, c'est expérimentation. Pour la dernière, oui, il y a plusieurs caméras. Il y avait mon réflexe et mon iPhone. On peut juste répondre à ces questions. Pour avoir ce texte en direct, tu peux l'utiliser directement. Directement. Ah oui. C'est un moyen d'intégrer au moment où tu fais d'avoir le texte qui apparaît essentiellement. Ok, merci. Mais c'est un peu compliqué.
fois, Kenny, dans les réponses aux questions avant, le mot accessibilité, qui a produit un déclic quand tu l'as utilisé, et en le transposant dans deux autres domaines, comme si c'était un peu l'équivalent. Au moment où j'ai entendu, je me suis dit, c'est comme quand on parle de diversité sur les questions raciales, ou de tolérance sur les questions sexuelles. Et à la fois, quand on est un établissement et qu'on se dit quelle est notre accessibilité, c'est une question importante, comme de dire quelle est notre diversité. Et en même temps, au moment où je l'ai entendu, je me suis dit, est-ce que c'est pas aussi une forme de rappel de la manière dont les normaux, les dominants restent sur leur position de normaux et de dominants tout en faisant un petit effort. Et du coup, quand toi tu as utilisé ce mot-là, comment tu vois? C'est une bonne question, mais là, pour le coup, ça revient un peu à la question de tout à l'heure. Non, tu me disais si c'était pas par rapport à l'intersectionnalité, si c'était pas le mal du tout. Pour l'accessibilité, et là où tu me parles, c'est un peu des trucs de quotas où il n'y a pas vraiment du politiquement correct quelque part. Parce que entre diversité, tolérance et tout, ce sont des mots que je peux pas non plus. Et parce qu'en fait, on essaie de parler d'autre chose que de ce qui est là en fait. Je parle d'accessibilité pour des trucs de manière pragmatique en fait. Tout simplement, et une accessibilité qui vient des personnes concernées en fait. Et non pas une accessibilité qui du coup sera accessible à partir d'un imaginaire en fait, d'un handicap justement qu'on imaginerait à partir d'une personne qui serait du coup dominante et qui en ferait rien, par exemple un truc tout con, les logements sociaux qui sont du coup adaptés pour les personnes à mobilité réduite, où ils ont une grande salle de bain, etc. Mais aucun moyen de se déplacer, et ça a été stimulé par les personnes en question qui du coup relevaient qu'il y avait beaucoup d'espace mais qui ne pouvaient pas en profiter. Et du coup, c'est encore le truc qu'une personne en fait, du coup valide, qui va imaginer en fait dans son imaginaire comment du coup ça fonctionnerait pour les autres. Et en fait, il s'agit de ça, c'est de parler d'accessibilité, mais de non-accessibilité du coup qui serait du coup adaptée pour les personnes et par les personnes. En fait, c'est là que je fais attention, c'est que ça devrait être adapté par les personnes, enfin pour les personnes, mais ça devrait pas, la tâche ne devrait pas venir en fait, enfin on ne devrait pas avoir la responsabilité en plus de trouver des moyens qui seraient adaptés pour nous. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est aux autres de se rendre adaptables, c'est pas adapté. Ça veut dire oui, votre responsabilité, qu'est-ce que vous faites? En fait, c'est comment, parce qu'il y a des associations qui du coup sont spécialisées dans ce domaine, comprend des personnes qui du coup sont concernées par ces questions, et il s'agit de travailler avec eux et non pas d'attendre de moi qui n'était qu'il y a, de trouver en fait comment en fait on rend accessible. Comme c'est un cours qui s'appelle Queer quoi, quand même. J'aimerais bien quand même que l'on aborde une dimension, la dimension queer. Alors, comme je le disais en introduction, tu ne militantises pas, tu ne milites pas, je ne sais plus comment on dit en français. Milite. Ça va. Milite. Mais tout ton travail, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça a aidé. Je sais bien que c'est sexuel aussi. Hein? Sexuel. Pardon, excuse-moi. Oui, mais je trouve âgé. Et je me suis dit, en quoi, pourquoi, je pense ça immédiatement. Ah, c'est bien.
en fait, ça venait pour plusieurs raisons. D'abord, la focalisation sur des portraits, autoportraits, et sur une manière aussi d'envisager comment représenter le corps. Parce qu'on n'a pas du tout abordé cette question. On a parlé beaucoup du handicap, de la question du son, de la compréhension, mais on n'a pas fait attention à la position ou la vulnérabilité du corps. C'est peut-être parce que le choix de vidéo qu'a montré Kelly n'a pas mis ça en évidence, mais c'est quelque chose qui surgit dans tout son travail vidéo. Et là où ça devient passionnant, c'est que la bizarrerie, ou l'étrangeté, ou la singularité vient du fait qu'il se montre dans différentes positions, dans différentes danses, dans différents rythmes. Il se montre peut-être de manière narcissique, de manière exhibitionniste. Mais l'étrangeté, c'est que le désir vers l'autre n'est pas affirmé immédiatement, n'est pas là. C'est autre chose qui est en jeu. Et c'est là où peut-être il y avait quelque chose qui me permettait de faire un lien avec la représentation du client. Parce qu'il jouait sur une possibilité de non-fixité ou de non-stabilité dans la représentation du corps et dans ce qu'un corps peut produire ou promouvoir. Donc j'aimerais, si tu veux, que tu nous parles un petit peu de queerness. Oui, moi je ne saurais quoi répondre par rapport à ce que tu as dit, mais parce que du coup c'est subjectif. Subjectif. Et mais pour moi, je vais plus parler de mon rapport avec le queer et de comment je me situe par rapport à ça. Et en fait, c'est très drôle parce que quand tu m'as proposé cette invitation, du coup, je me suis pris la tête en mode merde, queer, dans le travail, où est-ce que ça se situe? Même si après, je m'identifie, bah, c'est marrant, j'ai mis du temps à m'identifier comme queer, et je savais même pas ce que ça voulait dire, alors que quand j'étais plus jeune, je regardais, je sais pas si vous connaissez la série Queer as Folks. Non. Ok. Et du coup, en fait, c'est une série en fait britannique qui a bien marché, qui des années 90, et qui du coup on suit en fait un groupe de 4 potes, c'est ça? PD, en fait, dans un truc. Non mais j'ai fait exprès, tu vois. Et du coup, en fait, bah, c'est clairement dans la communauté, enfin, ouais, c'est dans la vie londonienne. Je crois que c'est à Londres. Non, Manchester. Ah, pardon. J'étais trop jeune, tu sais, pour faire la différence. Moi, j'ai déjà regardé. Ah ouais? Ok, bon. Comme quoi. Non, mais après, c'était les choses qui m'étaient accessibles. Excusez-moi, je n'ai pas pu avoir au-delà de cette question. Et du coup, en fait, j'ai vu pas mal, j'ai baigné dans ça, en fait. Il y avait même juste la question aussi du sida dans la communauté aussi. PD, homosexuel, qui du coup était comme une obsession avant même que je sois contaminé plus tard dans les années, genre dans les années comme si j'avais 50 ans. Et du coup, en fait, j'ai baigné dans cette culture, mais la question queer, en fait, c'était comme si ça ne me concernait pas, en fait. Je voyais ce mot, mais je voyais j'étais PD, etc., etc. Tout ce que pouvait avoir la communauté homosexuelle. Et c'est genre, je crois, quand je suis arrivé à Paris, il y a 5 ans, pendant que j'étais dans
problématique que je me suis rendu compte que, surtout dans Paris queer, là c'est encore plus présent. Et c'est là en fait où j'ai compris pourquoi ça a mis autant de temps. C'était aussi pour la question de la représentation en fait. Puisque pour moi, le queer, ça a toujours été très bon. Queer as Folks, par exemple, c'est clairement que des protagonistes qui sont blancs. Du coup, je pense que je le voyais passer sans me dire que ça pouvait me concerner. Et du coup, c'est pour ça aussi, quelque part, la question du corps dans le travail, c'est pas en fait, maquillé, je trouve sexy comme ça en faisant ça. Non, en fait, c'est juste que j'ai pas d'autre moyen en fait de pouvoir produire ce travail en dehors de moi. Et que du coup, si je prends une personne autre qui serait... pardon. Non, je crois que ça c'est seulement. Et du coup, c'est une manière en fait de montrer un corps, mais que quand je dis ce corps, elle est dépossédée quelque part. Et du coup, c'est comment en fait, à travers ce corps, ça représente ce que je suis, et que ça continue dans notre de continuité, de faire une place peut-être au final dans ce queerness que je n'avais pas vu avant. Et non, et surtout la question queer et comment je me suis apaisé par rapport à ce concept, si je puis dire. Et c'est aussi grâce à toi, Yann, c'est quand tu m'avais encouragé du coup à montrer mon travail à New York. Et du coup, j'avais été pris pour le festival, pour Mix Festival, qui est un festival qui, je prends le risque de présenter ce festival à ta place, qui a été mis en place par ACT UP. Non. Du coup. Le Festival Mix, c'est un festival qui a été organisé par deux personnes, Sarah Schumann, dont vous avez peut-être entendu parler, et Jim Abart, et qui sont ensuite militants à ACT UP, et qui ont organisé un festival de films expérimentaux et vidéos gays et lesbiens, qui est devenu ensuite queer, parce qu'ils s'opposaient à tous les festivals qui commençaient à faire floraison aux États-Unis, qui étaient des festivals gays et lesbiens, mais dans lesquels il ne pouvait pas y avoir de production qui soit tout à fait innovante formellement, ou qui ait d'autres manières d'aborder des questions, comme celle du sida, etc., en dehors des critères du divertissement. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, je suis allé les voir, et là en fait, c'était complètement différent, la question queer en fait là-bas, et c'est il y avait par exemple une personne qui du coup se déplaçait grâce à des béquilles et qui avait besoin du coup d'une poche pour faire ses besoins, et qui s'était approprié en fait son corps comme elle l'entendait. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça en fait, être queer, et c'est pas ce truc en fait que j'ai pu voir dans Paris où c'est très policé, très lisse justement, et très propre, et que du coup c'est pour ça du coup je ne me voyais pas. Et le fait d'avoir été là-bas, d'être allé dans des espaces où les personnes n'ont pas le temps en fait, ils n'ont même pas le temps d'être dans la posture et que du coup il y a une urgence de vie, une urgence d'être. Et c'est peut-être là où quelque part je les rejoins. Et c'est dans ces questions de corporalité, mais une question aussi d'existence et de survie, et qui est très importante. La question queer, elle était abordée par
Isaac Gillian, principalement en Angleterre, sur la représentation des Noirs avec Looking for Langston et d'autres films. Mais c'est vrai qu'en France, ça n'était pas disponible. On n'avait pas accès à ce jeu. J'ai l'impression qu'il est rentré là. Et donc je comprends ce que tu dis sur le queer pour toi apparaissait comme le monde des blancs, l'homosexualité blanche, alors qu'au départ, véritablement, c'est quelque chose qui s'est affirmé pour un autre type de représentation. Et c'est pour cela que ça a été souvent le cas d'artistes ou de performeurs encore à la marge de la représentation blanche. C'est-à-dire les questions de genre ont surgi, mais aussi toutes les questions de minorité. Et pour moi, il y avait un travail évident, il y avait une évidence. Ton travail appartenait à la mouvance queer. Du coup, tu aurais des vidéos que tu qualifierais de queer ou de plus queer, je sais pas, parce que c'était pas assez clair. Qui font suite aussi à cette médiation new-yorkaise. Ah non, mais attends, Muriel, s'il te plaît. non, c'est pas celui-là. Ah ben oui, parce que j'ai Bah oui, forcément. Je dois c'est toi là. Oui, c'est ça, effectivement. Et ça permet d'évoquer en fait cette vidéo, c'est-à-dire qui est plus queer. C'est justement parler des couches, des intersections et de comment en fait je m'approprie certaines choses et cette... Ok. Ok. Et du coup, ce travail, je l'avais fait parce que c'est... vu qu'en fait, c'était des difficultés en termes de rencontres dans la communauté et dans la communauté gay en étant cérébro en fait. Et c'est de tel qui se passe au moment où on dit à l'autre et du coup ce truc un peu chelou, d'accord. Et du coup soit ça prend souvent la fuite. Et du coup c'était en gros des réponses en fait, truc un peu viscéral, de trucs jouables. Mais elles sont très bien. Bravo Marielle. Oui. Est-ce qu'on a une autre? Ouais. Mais il y a... je trouve intriguant et très intéressant cette manière dont tu parles du déplacement géographique, du coup du déplacement culturel, qui fait qu'à passant d'un espace à un autre, à un moment à un terme et au-delà d'un terme, tout ce qui recouvre n'a plus le même sens en fait. Et du coup, comment en retour, ça peut apporter des choses, enfin, ça te pousse à faire des nouvelles choses particulièrement dans ton travail. Oui, on peut en parler d'autres. Je pense à... je peux mettre...
peu. Ah, pardon. Muriel. Merci. Voilà, c'était une reprise de Justify My Love de Madonna. Voilà. Alors, il y a une tradition dans les films qui ont traité du sida qui vise à l'appropriation de chansons de Madonna. C'est très étrange, mais j'en connais un certain nombre. Il y en a 2 ou 3 faits par Michael Boom. Il y a pas mal d'autres cinéastes qui ont fait ça. Et je me suis demandé pourquoi, souvent. Et un jour, j'ai demandé à Kenyé s'il avait fait des travaux à propos ou autour ou en vague direction du sida. Et il m'en a proposé 3, dont celui-là. Je me suis dit, tiens, encore un autre avec Madonna et le sida. Et bon, c'est vrai que Madonna a fait pas mal à ce sujet-là et que la communauté gay s'est appropriée fréquemment ces chansons, mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que Madonna s'est appropriée aussi la culture noire et le voguing. Donc c'est qu'un retour de la pièce aussi, c'est-à-dire rendre à César ce qui est à César et arrêter de piller, parce que les questions que vous posez par exemple sur l'appropriation, on ne les pose pas tellement à Madonna, mais le pillage qu'elle a fait de la culture noire sont assez étonnants, mais là ça passe. Donc dans ce film, Bref de Kenyé, je voyais aussi un lien, mais qu'il ne devait sans doute pas connaître, avec d'autres propositions autour du sida, qui étaient d'avoir filmé des bouches qui disent ou ne disent pas quelque chose. Là, lui, il chante une chanson, c'est vrai, mais il y avait quelque chose comme ne pas arriver à énoncer quelque chose. Et c'est une tradition qu'on a pu voir dans les vidéos expérimentales. Voilà, c'est comme ça que j'avais lié ce travail au sida, mais je ne sais pas si c'est ce que toi tu en avais vu. Comme je l'ai dit, c'est toujours l'intuitif. Enfin, il y avait dans les paroles de Madonna c'était vraiment encore un truc autour des paroles de la question de Justify My Love et What are you gonna do? You put this in me. Et c'était plus des références directes, mais qui, en le disant encore plus fort, qu'on n'entend pas forcément en fait. Mais voilà, de manière assez des choses que j'arriverai plus à dire à travers des paroles d'autres personnes et voilà, de manière aussi quelque chose de l'ordre exutoire en fait. Puis c'est une autre manière de parler de l'intime. De l'intime. Oui. Clairement. Des questions? Oui. Une question sur le format où les tes films qui sont de quelques minutes. Est-ce que tu travailles sur des formats plus longs ou est-ce que c'est la fin que tu choisis? J'ai toujours en fait travaillé sur des formats courts parce que ça prend beaucoup d'énergie sur ces formats-là en termes d'implication. Et quand je fais tout seul, et
Ça a l'air de rien, mais en fait, je travaille sur le son en étant sourd, donc c'est lourd. C'est déjà critique, hein. Du coup, il y a un truc où c'est sans fin, des fois je suis là, mais pourquoi en fait? Et du coup, oui, ça, c'est en plusieurs étapes. Il y a le son déjà, et quand d'abord je fais le son pour me l'approprier, je l'écoute en fait, ça devient une obsession, en fait, c'est un travail très obsessionnel, pour justement pouvoir me l'approprier, donc c'est clairement comme ce chemin qui est ma vie actuelle, d'obsession avec les entendantes, de m'accrocher à eux, mais c'est toxique. Et en même temps, je n'ai pas d'autre choix. Et donc du coup, c'est un peu ça, c'est ce truc, ce va-et-vient entre ce truc que j'essaie de m'approprier, qui ne peut être approprié, mais que je ne... Un truc, c'est maso en fait, ce travail, donc du coup, c'est pour ça que c'est court. Mais au fur et à mesure, je crois que... Moi, je voulais savoir, quand tu t'appropries un son, c'est un peu... Parce que du coup, en reprenant les termes de Yann, qu'on passe d'un registre de non-perception à quelque chose que tu viens nous faire entendre, finalement. Tu fais entendre une forme de non-perception. Enfin, je voulais savoir, dans la musique, qui sont beaucoup de musique, on va dire, noire, soul, R&B, etc. Est-ce que tu penses que tu restitues quelque chose de l'interprétation qui ne serait pas de l'ordre du son, mais aussi de l'émotion, un certain rapport au corps dans ces musiques-là, d'un certain... Parce que je ne veux pas m'empêcher dans certaines des arrangements musicaux qui accompagnent ces vidéos, qui sont avec la vidéo, de voir des rythmes, d'entendre des rythmes spécifiques, des répétitions, des formes de reprises qui m'évoquent des Negro Spirituals ou des work songs. Mais peut-être c'est juste pareil, parce que j'écoute par rapport à mes référents personnels de ces musiques-là. Mais je me demande si toi, tu restitues pas aussi une part de ça, parce que ça fait aussi partie de la musique. C'est pas forcément l'aspect le plus sonore de la musique, mais ça en fait partie, en fait, c'est une des composantes aussi de ces musiques. Je me demandais si ça intervient, si tu penses que ça peut intervenir aussi dans ton... Si je suis claire. Si j'ai bien compris, tu trouves qu'il y a du négo spirituel, c'est ça? Je dirais que... Non, mais c'est ce que tu me poses là. Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression que du coup, tu fais quand même un travail après de compo, de mixage, j'imagine, je ne sais pas. Ah, oui. Et dans ça, j'ai l'impression d'y voir des choses qui étaient aussi qui appartiennent aussi aux musiques auxquelles tu te référais. Parce que tu as l'air de beaucoup t'appuyer sur les textes, déjà. Parce que ça, c'est quelque chose que... Enfin, c'est pas quelque chose de sonore, du coup. Et... j'ai perdu le fil de ma question. Oui, mais je m'appuie sur les textes, mais pas sur la musique. Non, mais justement, oui, ça... Non, mais tu vois, c'est pas comme si je m'appuie sur des textes de chansons et du coup, la musique... En fait, je pense pas que tu t'appuies sur cette... Enfin, ça j'ai compris, du coup, tu fais de la musique tout en étant sourd, donc du coup, il y a des choses que tu nous fais... Enfin, il y a vraiment un truc de la non-perception. Mais j'ai quand même l'impression de voir ressurgir des choses qui ne sont pas de l'ordre de la musique dans le sens du son, mais plus de l'interprétation de ce son. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire par là? Non, mais je crois oui, en fait, je crois que je serais persuadé que malgré tout le fait d'être noir, il y a une mémoire en fait. Et dans cette mémoire en fait de ce corps noir, il y a dans la question de l'interprétation, par exemple sur Don't Be Him, où là quand je chante du Must Be My Star, etc., du coup je chante sans m'entendre. Et le chemin que je crois emprunter, c'est des chemins qui se rapprochent. Et c'est marrant parce que ce mot, je l'utilise que maintenant, parce que j'ai eu du coup compris que c'était ça, de l'ordre des complaintes en fait. Et ça, j'ai appris ça, que je faisais des complaintes
grâce à mon voisin, qui est du proprio, on s'en fout, mais. Et du coup, il parlait, ouais, je t'entends, tu fais des choses, et c'est l'un des complaintes. Et j'avais mal pris, en fait, sur le moment. Et je l'ai dit, non, mais c'est pas, je dis ça, en fait, c'est pas, je suis pas en train de plaindre. Et après coup, en fait, c'est ça, en fait. Je crois que les complaintes, c'est. Bah oui, en fait, pour moi, mon travail, c'est l'ordre de la survie, en fait. Et à travers aussi le son et la chanson, c'est ce qui me permet de me libérer, en fait, d'un poids. Et donc, du coup, c'est ça. Je crois que c'est ça qui se rapproche peut-être du work song, du son un peu cathartique, avec des cadences très spécifiques. Exactement. Et donc, du coup, oui, je sais pas si c'est quelque chose que je travaille, mais c'est un truc qui est nécessaire, en fait. C'est comme, enfin, du coup, j'ai l'impression que tu le réintégrais d'une certaine manière, du coup, que tu le réintègres, enfin, que ces composants, tu les réintègres, peut-être que tu les perçois pas dans ces musiques, je sais pas, parce que ça, c'est quelque chose que je peux pas trop ressentir à ta place, mais en tout cas, je les ressens, moi. Okay. Et du coup, je me demandais si c'était moi qui le faisais par rapport à mes propres référents, ou si c'est un truc... Ah non, c'est moi, étant donné, comme je te l'ai dit, c'est moi aussi, donc... et en même temps, j'ai envie de dire, quand tu baignes dans une culture dominante, tu es aussi le produit de cette culture, même si tu es minoritaire, en fait. Donc du coup, moi, j'ai forcément les mêmes références que vous aussi. Et donc du coup, c'est pour ça que quand je chante une chanson de culture populaire, enfin une chanson pop, ça vous évoque aussi quelque chose à des endroits différents, mais qui parlent du même postulat qui est qu'on a partagé ces mêmes choses en fait. Et donc, du coup, ça permet peut-être quelque part de... Mais il y a quelque chose, ça va aller dans ton sens. Dans la manière de travailler de Kenyé, il y a aussi comment il va structurer ses morceaux. Et donc, en créant des boucles courtes de son d'un rythme, une mélopée qui va être reprise, qui peut être une complainte, qui peut être un rythme, mais ça peut être aussi quelque chose de percussif, sans voix. Et donc, il va allier des rythmes distincts, des boucles distinctes, qui vont rappeler certaines musiques plus traditionnelles, on va dire, ou plus... et c'est cet ensemble, plus ce qu'il fait au chant, c'est cet ensemble qui fait que lorsqu'on entend, on va être stimulé à plusieurs niveaux de référence possibles par rapport à nos habitus acoustique ou par rapport à ce qui nous intéresse en musique. Et donc la référence que tu citais, elle est là aussi, c'est vrai. Ok, une question. Est-ce que je peux te poser des questions au Peter? Je vais revenir à Sergi en fait. Alors aussi nous sommes là. Parce qu'on t'a présenté en tant qu'étudiant et enfin. Le cours de François Legault. Est-ce que ces travaux-là, en fait, t'en parlais la référence. Est-ce que les travaux que tu nous as présentés, qui parlent de toi, est-ce que t'en parlais à l'école aussi? Est-ce que tu... Je sais pas comment expliquer. Est-ce que tu t'es mis à nu devant les profs et les élèves, comme ce que tu es en train de faire devant nous, avec toute ton histoire, de parler de toi, enfin, c'est quand même intéressant. Et le fait que je me suis juste posé la question à Sergi, en fait, est-ce que tu abordais ton travail de la même manière comme tu l'abordes maintenant? Oui, en fait, ça a toujours été, de toute façon, les personnes qui nous croisent ici à Sergi, là j'en vois pas, j'ai pas de témoin, mais oui, j'ai toujours été en fait radical dans le sens où je me présentais tel que je suis en fait et avec tout ce que ça comprend en fait. Et c'est justement pour ça que ça c'est pas forcément... En fait, que c'était aussi compliqué avec cette école et aussi parce que je suis aussi plus vieux. Là j'ai 32 ans en fait. Et donc du coup, c'était pas forcément évident d'être avec des étudiants plus jeunes.
et encore plus jeune de la promo que je devais être. Donc là, c'était encore, il y avait un fossé. Et oui, j'en parlais, mais après, encore une fois, c'est la question de la réception et de est-ce qu'on a envie de le recevoir et est-ce qu'on a envie de prendre le temps de recevoir et au-delà des projections. Et je crois qu'il y a eu pas mal de projections qui ont été faites à mon endroit et de projections que de ce qu'on voulait voir réellement dans le travail. Donc c'est pour ça que je suis parti. Et en même temps, oui, et puis voilà, ouais. Je pense que bah, et oui, en plus, oui, j'avais présenté ton travail. Oui, j'avais présenté mon travail dans le coin. Non, et bah ouais, c'était compliqué de pouvoir le faire entendre parce que vu que les gens sont plus déstabilisés, et c'est violent en fait. C'est violent que de se prendre plus entre guillemets la fragilité de la réception que le travail en lui-même. Et du coup, on parlait plus de tout ce qu'il y avait autour et effectivement, j'en parlais pas aussi bien que maintenant, parce qu'après j'ai vu mon cheminement. Et j'attendais aussi de cette école qu'elle m'accompagne par rapport à ça. Et du coup, d'en plus dire de la part de quelques étudiants une violence d'un rejet, qui du coup est aussi violent, puisque c'est aussi un travail, donc c'est personnel, donc il y a un rejet aussi en ma personne. Donc c'est un peu compliqué d'être à plusieurs endroits en même temps et de faire tout ça. Et j'ai aussi performé dans le hall. Non, ça va, j'ai essayé de m'accrocher à cette école et de montrer que j'étais là et tout, mais après, c'est est-ce que l'école est prête à recevoir? Est-ce qu'elle est aussi prête à considérer qu'on puisse aussi ne pas être qu'un étudiant en fait? Et on peut aussi proposer quelque chose au moment de la formation qui fait qu'on n'est pas juste un étudiant, mais on peut être aussi un artisan. Et je crois qu'il y a une bridée, j'ai des choses à apprendre. Et j'ai des choses à apprendre certes, mais qui du coup, c'était pas forcément des choses qui m'appartenaient, notamment la question de la culture, soit la question raciale, la question du sida, la question, je ne vais pas faire la liste, mais de tout ce qui m'intéresse en termes de référence, de la féminité ici. Mais on se voyait en toi. Mais voilà. Par rapport à cette question, je me souviens quand j'avais demandé à Kenyé de présenter son travail dans le cadre d'un cours sur le son et l'image, qui était une préfiguration de ce qu'on a fait cette année avec l'IRCAN. Il y avait une question qui s'est posée entre lui et les étudiants, c'était la question de la synesthésie. Et puis au bout d'un moment a surgi la question du silence. Et alors les entendants, nous avions une compréhension du silence que Kenyé a réfuté en disant vous ne savez pas ce que c'est que le silence. Vous avez des fantasmes les plus totaux. Vous parlez de silence, mais pour vous le silence c'est quelque chose. C'est un concept, c'est pas une réalité. Quand je sors mes implants, moi je suis dans le silence. On ne parle pas de la même chose et vous n'arrivez pas à entendre ce dont on parle. Et ça pour moi ça a été assez révélateur, juste dans le cadre du cours, parce que ça montrait une incroyable distance, qui est cette distance aussi que souvent vous pouvez avoir, ou vous pouvez percevoir quant aux questions raciales et quant aux questions du genre aussi.
c'est souvent vous renvoyer à une réalité que l'on ne veut pas voir. Et ça, c'était au sein d'un cours, et j'avais trouvé ça extraordinairement instructif et très violent simultanément. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez trop froid? J'ai une petite question, je sais pas si c'est une petite. Dans le texte qu'a écrit Yann sur ton travail, il y a une citation de toi qui est comment déconstruire et se reconstruire, entre parenthèses aussi, lorsque l'on n'a pas la possibilité d'être en dehors. Et je trouvais que la question et qui me demande notamment être en dehors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et la question. Ok. Ça, c'est du coup, ça fait partie de ce qui m'a rendu amitié en Facebook. Savoir que je parle beaucoup. Et du coup, je parle beaucoup aussi. Justement, tu parlais de la question du militantisme. Effectivement, dans mon travail propre, plastique, je ne fais pas référence en fait. Pour moi, c'est très important pour moi de juste être en fait. Et de pas, enfin ça me concerne en fait, je parle vraiment de moi et de pas justement prouver que je suis ci ou ça, parce qu'en fait ça établit quelque part, c'est donner du pouvoir en fait à nos adversaires qui doivent justement nous placer quelque part. Et du coup, c'est neutre, j'essaie de le rendre neutre. Et c'est pour ça du coup que j'utilise vachement la figure du cyborg en fait. Parce que la figure du cyborg, c'est quelque part là où je ne m'attends pas, dans le sens où j'ai des oreilles bioniques et donc du coup, ça c'est des oreilles bioniques. C'est des oreilles bioniques en fait. Il y a j'utilise cette figure cyborg pour sortir par exemple de la question du handicap, la question noire, la question, les autres questions. Parce qu'en fait, à partir de ce cyborg, il y a d'autres imaginaires qui du coup sont possibles et qui ne nous enferment pas dans des cases comme ça aurait pu s'il m'avait dit artiste handicapé. Je sais pas. Là, il y a un truc, là, direct, où ça ferme et là, ça me stresse. Et cyborg, j'ai choisi, donc du coup, ça peut, il y a plein de choses qui peuvent y intervenir. Et je suis vraiment un cyborg, donc du coup, c'est même pas la question. Pour revenir à ta question, du coup, oui, je parlais justement de ce que ça me coûtait en fait d'être avec des entendants. Et c'était une période où j'ai bossé, que j'étais médiateur en fait culturel. Et on s'en fout du lieu, mais en tout cas, je devais du coup proposer des visites guidées. Tout un après, on s'occupait de groupes en fait. Ça pouvait être d'école en fait ZEP à école de Bourges. Et les écoles de ZEP, ça a été violent. Ça a été violent dans le sens où on avait des groupes où c'était des groupes de quarantaine de personnes, on devait gérer tout ça et faire en fait l'expo, expliquer l'expo et en même temps gérer le groupe, c'est ça, qu'il soit discipliné. Et du coup, en gros, en fait, le fait de devoir gérer en fait l'oralité, et c'est ça que je suis en train de dire, c'est que l'oralité pour moi c'est une langue étrangère en fait, c'est quelque
quelque chose où je lutte en fait pour parler en fait, que ça ne va pas, où je vais bugger et du coup, là c'était un moment où c'était après 3 mois intensif de taf, donc du coup j'étais au bout de ma vie. Et j'avais ces groupes, et je l'avoue que je buguais de plus en plus, j'avais du mal à parler, et en même temps, je devais gérer, et en même temps, plus je buguais, plus je foutais de ma gueule. Et plus, en fait, il fallait que je me fasse respecter, et plus en fait, ça renvoyait en fait ma position dans la société. Et là, j'étais là en mode, mais en fait, il suffit que je bug pour que tout soit remis en cause par rapport à la place où je me trouve en fait. Et du coup, il y a tout un regard en fait, compatissant, mon égard, tu vas y arriver, t'en fais pas, non, ça va. Et en même temps, et du coup, on m'infantilise. Et après, comment on fait en même temps quand du coup on a un handicap aussi lourd et qui en plus est invisible et en plus on doit manger, du coup il faut qu'on travaille. Et comment on fait en fait pour pouvoir en sortir en fait, du coup, parce que je suis aussi artiste et parce que je suis aussi un individu, même si je serais illustrateur réseau comme j'étais avant, et ben, comment on trouve les coupures puisque la société, la norme, elle est entendante en fait. Donc comment on fait? Et donc du coup, c'est pour ça que je pose cette question en fait. Comment on fait pour se déconstruire déjà de cette société entendante pour pouvoir en fait être soi en fait, puisque je suis un enfant entendant, puisque je réalise en fait. Et comment je mets ça en place, parce que là je vais faire la revue des signes là, le 1er avril, c'est pas une blague. Allez, c'est drôle. Et comment en fait, mais maintenant que pour avoir accès à la revue des signes, alors que je suis sourd, il faut que je paye en fait accéder à la médecine. Et même les entendants ont plus de réduction que moi. C'est dire en fait. Et c'est justement parce qu'en fait, comme j'ai un chemin qui n'a pas été le chemin classique, j'ai pas été en institut spécialisé, justement c'est là qu'on apprend la langue des signes. Et du coup, je bats toujours dans ce entre-deux. J'ai toujours été une figure d'exception. Non, mais de manière pragmatique, dans le sens où on m'a toujours dit par rapport à 80% de surdité, je parlais très bien, donc du coup, par les spécialistes et par les entendants, c'est toi qui n'utilises pas les bons termes. Et donc du coup, toujours de justifier de mon handicap et de justifier ma place en tant que entendant pour pouvoir avoir accès à certains postes. Donc du coup, il y a toujours ce truc schizophrène. Et après, c'est plus demander et du coup, il faut déconstruire tout ça pour justement se retrouver. C'est quelque part, par mon travail, on voit aussi cette déconstruction. Le travail de Being n'est pas du tout pareil que celui de Madonna où je chante. Du coup, merci. On arrête là, vous avez une dernière question? Il y a absolument Glacial, donc mais désolé. J'ai terminé sur une conclusion de tous. Les oreilles.
pu en dire quelque chose? Ouais, là je répète les gestes de la chorégraphe de Das Rosas de Kishma. Et j'avais oublié de rebondir à la question de la répétition. Et la question de la répétition elle est très présente dans mon travail parce que le langage est apparu aussi, l'oralité, c'était aussi beaucoup de répétitions, de phonétique, de tout ça, en fait, pour que je puisse parler comme ça, et surtout ça s'est fait en plusieurs parties. La première partie, à mes 18 mois, on a découvert la sexualité, et la deuxième partie, quand j'ai perdu Louis à mes 25 ans, et la rééducation avec cette oreille bionique. Et là, je commence encore une nouvelle répétition avec la répétition. Donc oui, c'est très présent, un truc très d'un enseignement, et quelque part, c'est un peu le produit de ça, ce travail, c'est la question de ces mêmes gens qui se répètent et de ce que ça occasionne en termes de santé mentale aussi, en fait. De santé mentale ce truc qui est attendu aussi pour moi, qui serait normal que je m'adapte, qui serait normal pour moi de faire un truc de fois, qui serait normal que je devienne unique et du coup que je m'allie, parce que le fait d'entendre aussi, c'est aussi travail, et du coup, on attend aussi de la personne qui, du coup, a un manque de et ce manque n'est pas partout de manière possible. Comme tu as beaucoup parlé, j'ai une question parce que je suis tellement intéressée par la fin de tous tes films, les moments qui s'affinissent. J'ai l'impression, ce que je remarque dans ma réception, c'est qu'il y a une sorte d'interruption ou coupe une chose qui s'arrête d'une manière un peu brusque. Et là, je ne sais pas si tu vois ça, c'est une chose que tu choisis, ou sinon, mais pour moi, ma question c'était s'il y a un rapport entre ça et ta expérience radicale d'éruption, d'écoute. Merci. Au début, c'était parce que je ne savais pas comment terminer. Et après, au fur et à mesure, il y a eu un parti pris. Pour ça fait partie des premières vidéos. Du coup, comme tout ça, c'est intuitif, je pense que oui, il y a un truc. En fait, dans mon travail, il y a plus la question d'une expérience qu'une narration déjà. Du coup, quand ça s'arrête, une expérience, ça s'arrête généralement de manière brutale. En tout cas, je sais pas, et oui, j'ai la possibilité de couper d'une sonore. C'est quelque chose que j'ai plus pris en charge, on va dire, au milieu de mon travail artistique.
je voudrais te remercier, Kanye, parce que t'as parlé beaucoup. Tu as écouté beaucoup et lu beaucoup. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que tu as évoqué brièvement ce que tu fais, des statuts sur Facebook. Et en fait, c'est un appel incroyable pour comprendre un autre aspect du travail de Kanye. C'est là où il théorise, ou c'est là où il devient l'agent d'une sorte de militantisme, mais qui a des incidences très intéressantes, parce qu'on ne les retrouve pas réellement dans son travail plastique, mais pourtant on peut y voir des correspondances inimaginables. Donc, je t'en remercie. Je voulais te remercier aussi, Kanye. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut remercier Muriel. Moi aussi, Muriel, c'est celle qui retranscrit. Et pour le technicien, je m'excuse que tu m'as donné ton prénom, j'ai Philippe tout à l'heure. Philippe, merci beaucoup. Merci Philippe. Vous pouvez voir Kanye en performance jeudi prochain au Palais de Tokyo à partir de 19h. Exactement, mais ça c'est dans une pièce collective, c'est pas vraiment moi. Sinon, au festival Sonic Protest, lors des rencontres le 22-23 mars, lors des rencontres internationales de la musique brute. Donc du coup, en gros, ce sont que des personnes handicapées qui sont autour de leur rapport avec le son. Et du coup, je performerai le 22 à 15h au Turbument. Il faut prendre la place en avance. Et il y a aussi une performance à la fin du mois avec Fille de Blédard. Et ça sera à main d'œuvre. De toute façon, toutes les infos sont sur Internet si vous cherchez. Merci pour l'invitation. Merci Muriel. Merci Philippe. Le transfert. Ah merde, on aurait pas dû enlever le... Le quoi ?